Pour faire cette vidéo, j'ai lu et relu mes cours d'AGGSP, le manuel d'AGGSP, des articles, des vidéos du dessous des cartes que j'ai likées, des pages Wikipédia avec des petites sources en indices et des fautes que j'ai corrigées. J'ai dit à un prof, mais ouais, ça se résume en 10 minutes, ouais. J'ai vu un vétéran de l'Irak qui m'a rendu très triste, j'ai compris la guerre du Liban, ce qui m'a valu de recevoir 2 prix Nobel, de devenir maronite, d'être élu président du Liban, d'être assassiné, d'être ressuscité dans une petite grotte à Jérusalem, et d'être rentré en France pour travailler pendant 2 mois à synthétiser la paix et la guerre au Moyen-Orient de 1914 à nos jours. Ça, c'est l'Asie, l'Extrême-Orient, le Moyen-Orient et le Proche-Orient, qu'on appelle aussi le Levant à cause du soleil qui se lève à l'est de la Méditerranée. Ça, c'est le croissant fertile. Il y a un bon climat avec des cours d'eau, donc c'est là que l'homme a créé l'agriculture, mais aussi la première civilisation, la Mésopotamie. Et c'est le berceau des 3 grandes religions monothéistes et de leur lieu saint. Le judaïsme des 7 millions de juifs et le mur des lamentations à Jérusalem, le christianisme des 20 millions de chrétiens et le tombeau de Jésus-Christ à Jérusalem, et l'islam des 350 millions de musulmans, dont 85% de sunnites et 15% de chiites, qui ne sont majoritaires que sur ces territoires, avec la Kaaba de la Mecque, la mosquée du prophète à Médine et le dôme du rocher à Jérusalem. Il est difficile d'établir un bon recensement précis de la population des différentes ethnies sur l'ensemble du Moyen-Orient, mais on considère que la zone abrite vers les 500 millions d'habitants, répartis dans différents peuples. 300 millions d'Arabes, principalement musulmans sunnites, 80 millions de Turcs sunnites aussi, 70 millions de Perses d'Iran, musulmans chiites, et 7 millions de Juifs d'Israël, principalement des Hébreux, qui parlent hébreu. Ils ne parlent pas juif, c'est pas une langue juive, c'est que un peuple et une religion. Il y a aussi 48 millions de Kurdes, un peuple avec sa langue, ses traditions, majoritairement sunnites, mais pas d'État, pas d'indépendance. Pour visualiser la chose, vous pouvez comparer le Kurdistan avec le Pays Basque, la Bretagne ou la Corse. Il y a aussi d'autres groupes ethniques et religieux, plus minoritaires, comme les Druzes, qui sont 1 million, mais on va pas s'attarder là-dessus. La région comporte aussi 2 gros enjeux pour les ressources. D'abord le pétrole, pour l'énergie, puisque le Moyen-Orient contient 3/5 des ressources mondiales, et les ressources hydrauliques, avec les cours d'eau pour l'électricité de l'agriculture, comme le Nil, l'Euphrate, le Tigre, le Jourdain, mais aussi des détroits importants pour le commerce international, le détroit d'Ormuz, qui représente 30% du commerce de pétrole, le détroit de Bab el-Mandeb, le détroit du Tiran, et bien sûr le canal de Suez, par lequel passe 10% du commerce mondial, et un jour peut-être son projet rival, le canal Ben Gourion en Israël. En 1914, les 2 puissances régionales, l'Empire ottoman turc et l'Empire britannique, s'affrontent dans la Première Guerre mondiale. Le ministre anglais des Affaires étrangères, Arthur Balfour, profite de 2 mouvements. 1. Le panarabisme, un nationalisme qui tend à unifier toutes les populations arabes dans un seul pays. 2. Le sionisme. Depuis la chute du royaume hasmonéen face à l'Empire romain en -37 avant Jésus-Christ, les Juifs n'ont plus un État indépendant dédié à leur peuple. Alors Theodor Herzl, un juif d'Autriche-Hongrie, théorise sa restauration dans son essai L'État des Juifs en 1896. Voici les terres prétendantes à l'établissement d'un État pour les Juifs. La région de Birobidzjan, en Extrême-Orient, est bien dédiée à eux depuis 1928, mais il n'y a eu que 30 000 Juifs maximum historiquement comparé à 7 millions en Palestine aujourd'hui. La déclaration Balfour, émise en 1917, déclare le soutien du Royaume-Uni à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Mais en parallèle, l'Angleterre promet un grand État arabe aux insurgés anti-ottomans. J'imagine que vous commencez à voir un peu où est le problème avec ces 2 promesses. Les Alliés avancent au Levant, où l'armée ottomane capitule à Jérusalem, et en Irak. Pendant que les Ottomans perdent la guerre et qu'ils génocident près d'1,5 million d'Arméniens. L'entente place les territoires occupés sous mandat, donc pas d'état juif ni arabe, sauf le Yémen du Nord indépendant en 1918, l'Irak en 1932 et l'Arabie Saoudite, formée la même année par le roi Abdelaziz Ben Abderrahmane Al Saoud qui a 32 épouses et 89 enfants. Le général Mustafa Kemal dit Atatürk, le père des Turcs, mène une guerre d'indépendance de 1919 à 1922. Il y fonde la République turque en 1923, instaure la laïcité, l'alphabet latin et déplace le jour du repos du vendredi au dimanche. La Perse se renomme l'Iran, littéralement le pays des Ariens, en 1935. C'est un très mauvais timing. Les habitants de l'Iran sont donc les Iraniens, mais l'ethnie et la langue majoritaire restent le perse. En parallèle de la mise en place en 1921 et 1924 de quotas d'immigration qui empêchent la plupart des juifs de migrer vers les USA, la Palestine devient la nouvelle destination privilégiée des juifs, mais leur immigration n'est pas tolérée par les locaux arabes qui déclenchent des émeutes contre eux en 1920, 21, 29 et la grande révolte arabe entre 1936 et 1939. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont génocidé 6 millions de juifs lors de la Shoah, catastrophe en hébreu, alors de plus en plus migrent vers la Palestine et les Anglais envahissent l'Irak. Et de 2,
La charte de San Francisco qui met en place l'Organisation des Nations Unies ONU est adoptée le 26 juin 1945 et entre en vigueur le 24 octobre. L'ONU a pour but de promouvoir la paix, la sécurité et les droits de l'homme grâce à ses 6 organes principaux qui sont la Cour internationale de justice, le Conseil de tutelle, le Conseil économique et social et surtout l'Assemblée générale où siègent tous les pays, 51 à sa création, 193 aujourd'hui, qui a pour but de recommander, le Conseil de sécurité avec 10 membres non permanents et 5 permanents, France, Royaume-Uni, USA, URSS remplacé par la Russie aujourd'hui et République de Chine remplacée par la République populaire de Chine aujourd'hui. Il a pour but de prendre des décisions qui impliquent parfois les forces de maintien de la paix des Nations Unies surnommées les casques bleus. Le dernier organe est le secrétariat avec le secrétaire général qui exécute. En 1947, au moment où les 630 000 juifs représentent 33% des Palestiniens, le comité spécial des Nations Unies pour la Palestine, créé par l'Assemblée générale, vote la proposition 181, un plan de partage de la Palestine pour faire de Jérusalem une zone internationale, créer un État juif sur 56% des terres, dont 60% de celui-ci sur le désert du Negev, un État arabe sur 42% des terres. Les premiers votent oui, les seconds votent non. Leurs milices rentrent en guerre civile. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame la naissance d'Israël, l'État hébreu, et devient son premier ministre. Le lendemain, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak lui déclarent la guerre avant d'être rejoints par le reste de la Ligue arabe. Une guerre entre États, interétatiques, mais aussi une guerre entre milices dans l'État, une guerre civile intra-étatique, et ce n'est que la première guerre israélo-arabe. Les différentes milices juives s'unifient dans l'armée d'Israël, Tzahal, qui remporte le conflit et augmente le territoire de l'État hébreu de 56 à 80% de la Palestine. La guerre se termine avec différents armistices en 1949, mais sans traité de paix. Jérusalem-Ouest devient israélienne et Jérusalem-Est palestinienne. La Palestine arabe n'a toujours pas d'État. Son territoire est divisé en deux entre d'une part la bande de Gaza, le territoire le plus dense du monde, administré par l'Égypte, et d'autre part la Cisjordanie, à l'ouest du fleuve Jourdain, qui est annexé par la Transjordanie, pays arabe à l'est du fleuve Jourdain. L'État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Je comprends pas votre question. Transjordanie qui devient la Jordanie tout court. 80% des Arabes fuient de gré ou de force Israël vers des camps de réfugiés dans le reste de la Palestine ou chez les pays voisins. C'est la Nakba. Catastrophe en arabe. Gamal Abdel Nasser, dictateur de gauche laïque, socialiste, non aligné, panarabiste et président de la République arabe d'Égypte, nationalise en 1956 la Compagnie du Canal de Suez malgré l'opposition de ses principaux actionnaires anglais et français qui lancent une opération militaire avec Israël où ils occupent la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï et le Canal de Suez du 29 octobre au 7 novembre 1956. C'est la deuxième guerre israélo-arabe, dite crise de Suez, mais les condamnations des USA et de l'URSS conduisent au retrait des agresseurs. Cette humiliation marque la fin de la présence européenne au Moyen-Orient. Nasser est si content et si panarabiste qu'il s'unifie avec la Syrie en 58 et que les royaumes d'Irak et de Cisjordanie font de même. Ils vont tous très vite divorcer. Israël dispose d'un service de renseignement extérieur, le Mossad. Le Mossad, les services secrets israéliens. L'équivalent de la CIA. Il sert notamment à Adolf Eichmann, qui a contribué à un certain point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il est capturé en Argentine en 1960 avant d'être jugé à Jérusalem dans un procès filmé et pédagogique où il est condamné à mort. Le Mossad est aussi impliqué en 1976 pour libérer des otages juifs d'un détournement d'avion par des terroristes palestiniens à Entebbe en Ouganda. L'opération est un succès, mais Yonatan Netanyahou meurt pendant. Ce fut le frère aîné de l'actuel premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Après quelques accrochages avec ses voisins, du 5 au 10 juin 1967, Israël déclenche une guerre préventive contre les pays arabes où il occupe toute la Palestine, donc Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza, mais la péninsule du Sinaï égyptienne et le plateau du Golan syrien. L'État hébreu quintuple son territoire au cours de cette troisième guerre israélo-arabe dite guerre des 6 jours. C'est la Naksa, humiliation en arabe. Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame par la résolution 242, adoptée à l'unanimité, la signature de la paix ainsi que le retrait de l'occupation israélienne. L'État hébreu refuse, ce qui lui vaudra de subir une guerre d'usure contre Nasser et son soutien soviétique, alors qu'il était jadis non aligné, jusqu'en 1970, l'année de sa mort. Et c'est Anwar el-Sadat qu'il succède. Il est plus libéral mais aussi plus impopulaire parce qu'il est noir. Un tips pour le mémoriser, c'est de dire que c'est le noir d'il y a longtemps.
Anwar el-Sadat. Il déclenche avec la Syrie une nouvelle guerre contre Israël le 6 octobre 1973. Retenez le 6 octobre, c'est une date très importante où il se passe que des trucs très très violents. Mais cette fois-ci, c'est surtout un jour saint de jeûne dans le judaïsme qui correspond à la fête de Yom Kippour, d'où la guerre du Kippour, la 4e guerre israélo-arabe. La défense israélienne à Suez est rompue et les Arabes repoussent pour la première fois Israël. Leur honneur de la guerre des 6 jours est sauf, ils ont lavé l'affront, même si aucun des deux camps n'est victorieux quand la guerre se termine le 23, grâce à la résolution 338 du Conseil de sécurité de l'ONU la veille, qui réclamait un cessez-le-feu, mais Israël n'évacue pas des territoires occupés. En signe de protestation, les membres de l'OPEP, organisation des pays exportateurs de pétrole, conduits par le roi saoudien Faisal Ben Abdelaziz Al Saoud, réduisent brusquement leur production. Le prix du baril quadruple, c'est le premier choc pétrolier de 1973, qui met fin à la période de prospérité économique des 30 glorieuses et débute la crise économique en Occident, marquée par une baisse de la croissance et de la production, ainsi que l'apparition du chômage de masse, avec le premier million de chômeurs. Oui, parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, 1 million, c'était beaucoup. Après ceci, Anwar el-Sadat se rapproche de plus en plus du premier ministre israélien Menahem Begin qui évacue petit à petit le Sinaï. 74, 76, 79, cette année-ci s'officialisent les accords de Camp David qui correspondent au premier traité de paix entre Israël et un pays arabe, ici signé à Washington sous l'égide du président américain Jimmy Carter un an plus tôt en 1978. Cet accord qui inclut la reconnaissance d'Israël est très mal vu par les populations arabes et vaudra la vie à Anwar el-Sadat, assassiné le 6 octobre 1981. L'année d'après, en 1982, Israël évacue totalement le Sinaï mais reste en Palestine et au Golan. Il n'y a plus d'affrontements interétatiques, la guerre active israélo-arabe est caduque depuis 1973.